Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. La ville du Mai-sur-Seine s'est inscrite dans une ambitieuse action de rénovation urbaine. Pourtant, l'insalubrité y a toujours cours en dépit des conteneurs enterrés. Nos reporters sont allés enquêter sur place. Insécurité, dégradation, bruit et trafic de drogue, tels sont les fléaux qui minent désormais le quartier des Mézereaux à Melun. Les habitants crient leur ras-le-bol. Insécurité routière, un chantier vital pour les autorités préfectorales. Sur les 20 000 km de routes départementales où transitent en moyenne 50 000 véhicules par jour, gendarmes et policiers œuvrent à en réduire l'accidentogénéité. L'apartheid territorial, social ou éthique, une pratique dénoncée par Manuel Valls avec force et détail, pourquoi pas des convictions politiques, mais qu'en est-il réellement dans les cités ? Que faire pour y apporter plus d'égalité et de convivialité? C'est le dossier de ce journal. En République démocratique du Congo, le dialogue politique serait-il en panne? Partis politiques et société civile rejettent unanimement la main tendue de Joseph Kabila. Un autre Joseph, Pouloulou celui-là, nous dira pourquoi ce dialogue a-t-il du plomb dans l'aile. Ouvrons ce journal par la journée de la résistance. Le préfet de Seine-et-Marne a présidé la célébration des résistants unis par l'amour de leur patrie. C'est au monument aux morts situé quai Foch à Melun en présence des élus départementaux et des anciens combattants. Dans le même temps, 4 héros de la résistance faisaient leur entrée au Panthéon. Geneviève de Gaulle Antoniose, Pierre Brossolette, Germaine Tillon et Jean Zey. À l'occasion, Jean-Luc Mars a prononcé un discours pour célébrer ces personnalités qui ont porté haut les valeurs de la République française. Témoin de l'événement pour Canal Mangembo, Éric Talani, Jean-Jacques Jarel-Sika, Julienne Dufak. Une journée pour l'histoire. 19 ans après l'entrée d'André Malraux, 4 grands héros de la résistance sont entrés au Panthéon mercredi. Cérémonie très émouvante. Le préfet de Seine-et-Marne, trempé dans son uniforme de commandement, s'est attaché à rendre hommage un à un à Geneviève de Gaulle Antoniose, Pierre Brossolette, Germain Tillon et Jean Zey. 4 personnalités si singulières, unies par le même dépassement, soudées par le même amour, l'amour de leur patrie. Face à l'occupation, la soumission, ils ont dit non. 27 mai 2015, la France vit un moment exceptionnel de fierté nationale. Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle Antoniose, Pierre Brossolette et Jean Zey font leur entrée au Panthéon. Plus que des militants de la République, ces 4 personnalités ont incarné la République. À leurs yeux, elle n'était pas qu'un concept. Elle était un engagement, une ambition et un idéal, en même temps que le combat de leur vie. Leur parcours ne pouvait se terminer qu'au Panthéon, maison des grands hommes de la patrie républicaine. Fermement et calmement, le responsable de l'association des blessés de guerre et des anciens combattants est revenu sur le parcours de chacun des 4 panthéonisés en soulignant le courage qu'ils ont eu. C'est pourquoi cette date du 27 mai a été retenue pour en faire la journée nationale de la résistance, dont l'instauration en 2013, après plus de 20 ans de lutte pour l'obtenir, a inscrit dans le calendrier mémoriel de la nation le rôle de la résistance dans la libération de la France, la mémoire du combat et du sacrifice des résistantes et des résistants. 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la haine des Juifs et de la République revient, et que l'indifférence, l'ennemi de notre époque. De l'indifférence, c'est exactement ce que les 4 entrants du Panthéon n'ont pas eu entre 1940 et 1944. Voilà en partie une des raisons de cette cérémonie qui doit servir d'exemple. Le
Mai-sur-Seine, une ville qui retrouve des couleurs depuis que l'ANRU y a entrepris une action de rénovation urbaine. Pourtant, on note dans le même temps une recrudescence des actes d'incivilité, voire de désinvolture des Méens face à la saleté. Dire qu'au Mai-sur-Seine, les ordures ménagères encombrent les espaces dans certains quartiers face à des actes qui ternissent l'image de la ville, les autorités municipales tirent la sonnette d'alarme. Éric Talani, Jean-Jacques Jarel-Sika, Julienne Dufak. Dépôt d'ordures sauvages interdit sous peine d'amende. Les articles 84 et 85 du règlement sanitaire départemental sont foulés aux pieds par des riverains inciviques. La liberté au Mai-sur-Seine est telle que n'importe qui peut jeter n'importe quoi et n'importe où, malgré la présence très remarquée des bacs à ordures ou des conteneurs enterrés dans la ville. La situation est préoccupante. Dans les quartiers de la ville, les quantités d'ordures et de déchets divers cohabitent avec les populations. L'équipe municipale mène une vaste opération synchronisée de salubrité et de sensibilisation pour rappeler la nécessité de vivre dans un environnement sain, loin des tas d'immondices et d'autres détritus rencontrés au bas des immeubles. Tu sais, ils ont mis des poubelles, malheureusement malgré ils ont mis des poubelles, mais les gens, ils mettent les trucs par terre, donc ça c'est des gens qui font n'importe quoi, parce que le problème est que s'ils font ça, c'est pour bien de nous-mêmes, mais c'est pas pour les autres. Mais si vous commencez à mettre les ordures par terre, c'est pas bien. Tu vois, ça c'est pas la propreté, mais hors de la propreté, ça veut dire que quand ils font ça, nous il faut qu'on le suive derrière, comment nous on peut s'adapter quand même. Mais quand les gens mettent le truc par terre là, donc je sais pas comment je peux le dire. Donc, mais pour moi, c'est pas bon de faire des choses comme ça quand même. C'est vrai que c'est très décevant. Parce que normalement, c'est un problème d'éducation aussi. Parce que moi, je me dis, quand il y a des conteneurs qui sont là, la première des choses, quand tu as tes poubelles, tu ouvres et tu les déposes. C'est très simple. Tu donnes rien, tu as ton paquet, tu viens, tu déposes, ça ne te coûte rien. Mais moi, personnellement, je suis très déçu et désolant pour les gens qui viennent, ils déposent leurs ordures juste devant le conteneur. Du moment que c'est à côté, c'est même pas à 1 km, franchement, c'est pas normal. C'est vrai que la vie du Mai a changé, ça va, on a le marché, on a tout ce qu'il faut. Mais il y a quand même certaines choses qui n'est pas bien. Effectivement, nous qui habitons au Mai, nous devons être exemplaires. Surtout pour les gens qui viennent d'arriver nouvellement dans le quartier, on doit leur montrer qu'on est bien éduqués ici et qu'on prend soin de notre quartier. Parce que moi, personnellement, quand je descends de chez moi, quand j'ai ma poubelle, j'ouvre la cave, je dépose ma poubelle. Et chez moi, il y a des gens, quand ils arrivent devant le local, ils les laissent là, ils partent. Et moi, parfois, quand je sors, qu'est-ce que je fais? J'ai ma poubelle. En même temps, je prends aussi les sacs d'autres personnes. Mais je ne dois pas continuer à le faire non plus. Et c'est vrai que c'est décevant, en plus, en pleine rue comme ça, là, partout, on en trouve un peu partout. Là, tu vois, c'est pas normal. Un corps sain dans un environnement sain, la seule et unique façon d'adhérer à cette maxime, c'est de garder son quartier, sa ville, dans un état de propriété et de jeter les ordures dans des bacs ou conteneurs appropriés. Quelle attitude adopter dans son quartier face à l'insécurité, les dégradations, le bruit ou le trafic de drogue? Les habitants du quartier des Meusereaux semblent dépassés. Le sentiment d'insécurité est désormais pressant dans ce quartier pris en otage par les dealers et autres délinquants au point d'en noircir la réputation. Entre enquête et reportage, voici le sujet de Éric Talani et Jean-Jacques Jarel-Sika. De nombreux habitants des Meusereaux, au nord de Mélin, la ville royale, se sentiraient en insécurité dans leur quartier. Le taux de plaintes, des jérémiades, des graissements de dents, des personnes se déclarant victimes de ce type d'infraction explose. Vous avez 3 endroits sensibles dans le quartier des Meusereaux où là effectivement il y a une forte activité. Ça prend énormément d'ampleur, les gens ont peur dans le quartier, ça c'est certain. Beaucoup peur. Les gens, moi je vois des gens qui n'osent plus descendre, prendre leur courrier. Voilà un exemple. Il y a un problème également d'éducation. Je crois que les parents justement qui s'insurgent et qui crient au secours, ce sont ceux qui s'occupent vraiment de leurs enfants. Parce qu'il y a un certain confort aussi à avoir des enfants qui profitent de ce commerce illicite. Enfin, je conçois comme ça. Et je ne trouve pas normal que l'on ne puisse pas vivre tranquillement dans son quartier, correctement. C'est la première des libertés, c'est la moindre des choses, c'est le respect. Et il faudrait aussi quand même que ce soit les familles qui réfléchissent justement aux valeurs qu'elles ont envie de transmettre à leurs enfants. Jusque-là, je me trouvais bien ici. J'aime mon quartier, mais je trouve que c'est la catastrophe comment les choses évoluent. C'est l'insécurité 24 heures sur 24.
Quand je descends dans mon propre parking souterrain, je dois toujours être aux aguets de ne pas être attaquée. Ce qui m'affole, les enfants sont de plus en plus jeunes, ceux qui deviennent des délinquants, et je sais bien que c'est en grande partie la drogue qui est derrière, parce qu'on les voit avec leurs sacoches, on les voit faire leur commerce. Et je ne sais pas comment ça va continuer, mais un jour ça sera la révolution, parce que les casses, les vols, les emmerdements, c'est toute la journée, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année. Et quelque part, j'ai ras-le-bol malgré que je tienne à mon quartier, mais c'est désolant, c'est pas digne de la France. Le bruit, les tags, et tout salir. Là où ils mangent, ils jettent. C'est dégoûtant. Le problème est que ces jeunes sont soutenus par leur mère, M-E-R-E-S, qui ne sont pas conscientes de ce qui se passe et que leur soutien est néfaste. Il faut arrêter. On se fait traiter tous les noms, on se fait menacer de se faire couper la tête, on se fait traiter de sale blanche, de sale pute, puisque moi c'est ce qui m'a décidé d'arrêter d'être présidente de la CoPro, c'est que quelqu'un, un homme en l'occurrence, pas un gamin, car un gamin, bon j'aurais dit ce n'est qu'un gamin, mais un homme d'un certain âge m'a traité de sale pute. Cette perception d'une explosion de la délinquance partagée par l'écrasante majorité des habitants des Mézereaux est d'autant plus spectaculaire qu'il s'inscrit dans un mouvement interrompu de hausse. Et le maire de Mélin-la-Ville-Préfecture n'est pas sourd aux cris des habitants des Mézereaux qui se disent délaissés par ceux qui leur ont promis monts et merveilles depuis plusieurs années. La ville a saisi à la fois la préfecture et la police nationale par rapport à la situation. Il y a eu là très récemment un certain nombre d'interpellations dans les jours qui ont précédé aujourd'hui. Notre but, bien entendu, c'est de maintenir la pression pour que la police nationale soit le plus présente possible. Bon, il faut savoir que le dossier de réaménagement de l'entrée des Mézereaux dans le cadre du renouvellement urbain avance et que on espère que dans ce cadre-là, le secteur deviendra moins attractif pour un certain nombre de trafics. Par conséquent, là, la commission d'appel d'offres a déjà validé un certain nombre de travaux qui ont été attribués et je pense que d'ici la fin de l'année, certains éléments déjà de cet aménagement pourront être lancés. Si ce n'est à la fin de l'année, ça sera au début de l'année prochaine. Sachant qu'il y aura un réaménagement complet de l'entrée des Mézereaux avec une meilleure visibilité et un renforcement de la vidéoprotection. La vérité ne se murmure pas, elle se hurle. Vivement que ceux qui ont la moindre parcelle d'autorité dans ce domaine agissent, tant qu'il en est encore temps. C'est cela qu'on appelle entre nous la meilleure politique de la ville, pour éviter que l'eau de la révolte approche très vite de la température d'ébullition et que le désespoir ne se mue en colère généralisée pour ouvrir une porte au racisme et fragiliser le mieux vivre ensemble à Mélin, la capitale de la Seine-et-Marne, le poumon vert aux portes de Paris. Veiller sur la sécurité des usagers de la route, une préoccupation qui tient à cœur les autorités préfectorales de Seine-et-Marne. Dans ce plus grand département d'Île-de-France, l'analyse des données d'accidents impacte les populations vulnérables pour lesquelles il est primordial que les actions menées par la préfecture soient maintenues et que de nouvelles actions émergent. Le préfet de Seine-et-Marne a annoncé son intention de lutter contre l'insécurité et enrayer la hausse des tués sur les routes en renforçant les contrôles et la répression. Eric Talani et Jean-Jacques Jarel-Sika ont été nos reporters sur les routes. Vous êtes en infraction au code de la route, vous étiez à 70 au lieu de 50. Vous coupez le moteur, vous me présentez votre permis et la carte d'assurance.
Le temps gris et humide du vendredi dernier n'était guère propice aux sorties en moto ou en voiture en forêt des Fontainebleau. Les policiers ont sorti les grands moyens pour traquer sans pitié et remords les délinquants de la route et les comportements dangereux au volant. Usage du téléphone portable, non-respect des limitations des vitesses et des distances de sécurité, des infractions déjà à l'origine du drame de la route depuis le début de l'année. En Seine-et-Marne, le plus grand département de la région parisienne. Les créneaux horaires n'est pas non plus un hasard. À l'heure de la sortie des bureaux, un vendredi, les automobilistes ont tendance à se relâcher au volant, pressés de regagner leur domicile ou leur lieu de villégiature. On a mis de l'autre côté un radar laser, et on intercepte sur ce côté-là, on intercepte tous les véhicules qui sont en infraction. Voilà. On a déjà depuis à peu près 45 minutes, on a 4 verbalisations, dont la plus basse était 70 km/h et la plus haute 98 km/h. On a eu tout à l'heure, on a failli avoir une immobilisation d'un véhicule vu la grande vitesse, mais quelqu'un va venir chercher le conducteur. Bon. Dans le cadre d'un dispositif de contrôle mis en place dans le massif à la demande du préfet de Seine-et-Marne, Jean-Luc Marx, quelques motards et conducteurs ont pu être interceptés, leurs engins et papiers vérifiés, leur alcoolémie testée, sous le regard vigilant du directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Marne. Il est nécessaire que les forces de sécurité soient présentes sur le terrain. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons des gendarmes et des policiers répartis sur l'ensemble du territoire du département de Seine-et-Marne pour accompagner les automobilistes dans leur retour de long week-end et pour sanctionner les délinquants de la route. Les forces de sécurité sont là pour lutter contre la délinquance. Et le ministre l'a dit, ce combat pour la sécurité routière, il est d'une valeur égale au combat contre le terrorisme et contre la délinquance en général. Les forces de sécurité sont donc là pour lutter contre les délinquants de la route. Encore une fois, il ne s'agit pas de piéger les usagers de la route. Ceux qui respectent le code, qui respectent les limitations de vitesse en particulier, sont les bienvenus. La route doit rester un plaisir. Simplement, il est demandé très clairement par le préfet, aux policiers et aux gendarmes, de sanctionner les délinquants de la route, ceux qui ne respectent pas les règles du code de la route, ceux qui mettent en danger non seulement leur vie, mais également celle des autres usagers. Contre ces personnes-là, les règles sont très strictes et les forces de sécurité seront extrêmement rigoureuses. Il faut dire que les chiffres sont là, une dizaine d'accidents mortels sont constatés sur la départementale 148, la fameuse route de l'Escargot depuis 2017, dont 3 motards décédés. La vitesse à 90 km/h est ensuite réduite à 70, puis à 50 dans ces lacets les plus serrés. L'objectif ambitieux est toujours le même pour le gouvernement: faire passer le nombre annuel de tués sur les routes de France sous la barre de 2000 personnes d'ici à 2020. Et que le slogan « Trop près, trop vite et trop tard » interpelle tous les automobilistes qui traversent ou empruntent les routes seine-et-marnaises pour que plus jamais ça. Tout autre chose à présent, un catalogue étoffé de grands principes républicains mis en avant en faveur de la mixité sociale dans les quartiers. Cette politique vise à lutter contre les inégalités, mais cette politique est-elle vraiment efficace, sinon dénuée d'arrière-pensée politique? Vous l'aurez compris, ce catalogue dicte les moyens de combattre l'apartheid territorial, social, éthique que dénonçait le Premier ministre Manuel Valls au lendemain des attentats de Paris et de Montrouge. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Eric Talani et Jean-Jacques Jarel Sika. Promouvoir la mixité sociale, voilà une ambition qui prête peu le flanc à la controverse. On imagine mal un discours défendant le contraire. Pour autant, la diversité sociale dans l'habitat, notamment, est-elle forcément le gage d'une vie meilleure pour la société et d'une diminution des inégalités? Quant au consensus autour de cette question, ne masque-t-il pas un discours qui relèverait davantage de l'exclusion? Enfin et surtout, que pensent les populations concernées par cette politique qui vise à favoriser
le mieux vivre ensemble. Ça fait longtemps que je vis ici. Moi, le racisme, je ne l'ai pas forcément vécu. Pourtant, je ne suis pas vraiment d'ici. Ça se passe très très bien. Donc après, de toute façon, le racisme, ça a toujours existé, même entre les Arabes ou qui que ce soit. Mais sinon, ça se passe très très bien. C'est très difficile de voir un logement déjà. C'est très très difficile, surtout pour des familles nombreuses, c'est-à-dire qu'ils ont des enfants. C'est très difficile. Plus manque de travail. Mais actuellement, l'office, que ce soit dans ses acquisitions ou dans ses nouvelles constructions, fait en sorte que la mixité existe par des logements en accession à la propriété et par la mise en place de locataires qui permettent de différentes conditions de vie, de différents niveaux de vie, ce qui permet de ne pas avoir que des personnes qui sont de classe difficile. Donc c'est ainsi que de plus en plus on essaie de mélanger les personnes et c'est le bien-être de tout le monde en fait. Parce que les gens quand ils se côtoient, ne restent pas dans une catégorie spécifiquement définie, mais c'est un mélange. Le terme de mixité sociale émaille les discours et propositions des décideurs urbains, locaux et nationaux. C'est une notion vide de sens pour les uns car elle peut désigner tout et son contraire. Pour les autres, elle est un outil pour lutter contre la ghettoisation de certains quartiers, autrement dit, les ghettos urbains. Ça fait pas plaisir simplement parce que y a tellement de demandes et tellement peu d'offres qu'il est certain qu'il y a beaucoup de personnes prioritaires et que ces personnes, on est bien obligé de les loger. Donc automatiquement, on se retrouve avec quelque part, entre guillemets, une ghettoisation. C'est pas vraiment le mot, mais malheureusement, dans certains endroits, il est difficile de faire autrement. C'est que le gouvernement prenne ses responsabilités et construise, comme il l'a promis depuis longtemps, des logements sociaux, chose qu'il ne fait pas. Au contraire, il diminue de plus en plus ses actions crédit vis-à-vis des constructions nouvelles. Après, la jeunesse, la jeunesse, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas des stages à faire. Ils passent leur temps à dehors. Donc, ça, à force, forcément, ils font des bêtises. Voilà. Donc, si je trouve ils ont des activités ou des ateliers pour voir un métier, je trouve ça, ils seront plus responsables pour avancer. Et l'habitation, ça se discute. Ça n'a pas changé. Les expériences développées dans d'autres pays ne sont pas directement transposables, mais elles permettent de rappeler qu'une autre politique de la ville est possible en France après 10 ans des dispositifs qui n'ont pas réduit l'écart entre les quartiers pauvres et environnants. Les événements de janvier ont clairement montré qu'il fallait aller plus vite et plus loin. Plus de 100 millions d'euros dès 2016 qui seront mis dans les quartiers de la politique de la ville à travers 3 axes majeurs, la citoyenneté, le sport, la jeunesse et tout le travail avec les familles. Donc aujourd'hui, moi, mon engagement, c'est de se dire que le développement urbain n'est pas la seule solution en matière de politique de la ville. Améliorer le cadre de vie, c'est important, mais ça doit aller de pair avec le développement économique de ces quartiers, ça doit aller de pair avec le développement social de ces quartiers. Ce tableau Vivre Ensemble, il est en face d'une Marianne que j'aime beaucoup, c'est la Marianne réunionnaise. Et s'il y a un territoire de France qui montre une qualité du vivre ensemble qui est saluée de partout, c'est l'île de la Réunion. Et je crois que cette qualité du vivre ensemble, on peut s'en inspirer et essayer de la faire respecter partout, c'est ce qu'on fait. Récemment, la ministre du Logement, Sylvia Pinel, présentait une vingtaine de mesures en faveur de la mixité sociale dans les quartiers. L'idée est d'organiser une meilleure répartition des logements sociaux dans les territoires. Ces mesures seront inscrites dans la future loi Égalité et Citoyenneté que le gouvernement entend soumettre au Parlement à l'automne 2016. En République démocratique du Congo, le dialogue proposé par Joseph Kabila tourne court sur fond de cacophonie. Les différents partis de l'opposition, de la société civile, voire les autres plateformes politiques l'ont rejeté. Les délégués de la diaspora en séjour à Kinshasa sont repartis désabusés. Quant au parti dit de la majorité, il peine à convaincre.
Regard sur un dialogue mort-né, c'est l'analyse de Joseph Pouloulou. Un mois après avoir missionné son directeur des services de renseignement en consultation auprès des dirigeants de l'opposition politique, Joseph Kabila doit se rendre à l'évidence. Son projet de dialogue au contenu flou est loin de séduire. À moins de 17 mois de la fin de son dernier mandat et malgré sa fameuse main tendue, la majorité de Joseph Kabila se trouve donc face à un mur. S'il y a encore quelques jours, la participation des deux ailes de l'UDPS était acquise, la dernière sortie de Bruno Mavungu, secrétaire général du parti d'Étienne Tshisekedi, a refroidi les tenants de l'option dialogue et glissement. Désormais, tous les messages des partis d'opposition, y compris ceux que l'on dit proches du pouvoir, vont dans le sens de privilégier la révision du calendrier électoral et les réponses aux mémos de partis. Dans les rues de Kinshasa, on évoque, sur le ton de la moquerie, un dialogue qui va finir par s'émuer en table ronde de la majorité présidentielle. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve en une prochaine occasion. Je vous dis au revoir et à très bientôt.